Et la meilleure façon d'échouer, c'est de copier les réponses chez le voisin, parce que lui, il a une autre série. Et moi, j'ai ma série, j'ai ma vision, calquée sur la vision du chef de l'État. Et donc, je ne suis pas le successeur de mon prédécesseur. Justement, quand vous calquez sur le chef d'État, vous avez fait 100 jours déjà. Vous avez fait quoi finalement, depuis que vous êtes là? Depuis que je suis là. Oui. Concrètement, vous avez fait quoi? Parce que c'est bien beau de nous dire tout ce qui est, bon, un peu de Bible, un peu de philosophie, mais on doit savoir du concret. Oui, ce n'est pas de la philosophie, c'est du concret. Pendant les 100 jours, j'ai essayé d'abord d'inculquer ma vision et de poser les jalons. Poser les jalons, c'est-à-dire, je vous ai dressé le tableau dans lequel je suis arrivé. Alors, j'ai commencé à donner ma propre vision, à poser des actes selon la vision. Premièrement, je prends la diversification de l'économie. Depuis la colonisation, pendant toute la Deuxième République, la Première République et la Deuxième République, on connaît le Katanga, l'ex-Katanga et le Haut-Katanga en particulier, comme une province minière. On dirait qu'il n'a pas d'autres ressources. Et pourtant, depuis la colonisation, qu'est-ce que cela nous a apporté? Je peux dire pratiquement rien, à part quelques villes que nous connaissons, villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et Kipushi. Alors, moi, je prêche la diversification de l'économie en partant de l'idée du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila Kabanyi, a réuni l'élite du Haut-Katanga, qu'est-ce qu'il a dit? Et cela m'avait beaucoup touché, sans même savoir qu'un jour j'allais être gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il avait dit ceci: lorsqu'on part de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa, on croise plusieurs tracts transportant les minéraux. Mais lorsqu'on regarde le bord de cette route qui fait passer les minéraux, on constate la misère. Les gens vivent dans les chaumes, maisons en chaume. Les enfants sont pieds nus. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires. Et c'est là depuis l'époque coloniale. Alors moi, je me suis dit, comment mettre ces gens-là au travail? Et j'ai résolu de la création des villages agricoles. Est-ce que c'est déjà opérationnel, déjà, ces villages? Et déjà, ces villages sont opérationnels. Nous avons déjà créé 4 villages agricoles. Le premier village agricole que le chef de l'État est venu inaugurer se trouve à Lumata. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons des grandes allées, des grandes routes. Nous en ouvrons plus ou moins 1 kilomètre et nous faisons comme ça. Après 4 hectares, nous ouvrons encore et nous distribuons aux villageois. 2 hectares à gauche, 2 hectares à droite, 2 hectares. Et dans chaque village agricole, il y a plus ou moins 1000 cultivateurs. Avec 1000 cultivateurs, nous pouvons avoir 2000 hectares cultivés. Et nous sommes en train de nous battre pour ça. Nous avons progressé sur la route de Kasenga à Kasomeno. C'est déjà fait. Les gens sont en train déjà d'occuper l'espace et de commencer déjà à labourer parce que le mois prochain ou dans 2 mois, nous aurons déjà la pluie. Nous sommes allés à Sakanya, nous avons fait la même chose. Sur la route Likasi, nous avons fait aussi la même chose. Nous avons ouvert les villages agricoles. Nous avons 2 345 000 km² en République démocratique du Congo. Et chacun de nous peut avoir ne fût-ce que 2 hectares pour cultiver, mais ce qui n'est pas le cas. On a dit aux gens, et c'est là depuis l'époque coloniale, on disait aux gens, aux habitants du Haut-Katanga, que votre sol n'est pas arable pour que tout le monde s'investisse à travailler pour le colonisateur dans les mines. Et pourtant, à côté de nous, il y a la République des Zambie, où il pleut comme au Congo. Mais vous importez beaucoup à manger de la Zambie, justement. La même pluie. En Zambie, là-bas, nous avons le même sol, mais nous importons tout. Et nous avons toujours tout importé. On importe la farine, on importe le maïs, on importe les pastèques, on importe les œufs. Et c'est le message que nous disons à la population. En quoi la République voisine des Zambie, en quoi la Namibie, qui est déjà frappée par la sécheresse, en quoi le Zimbabwe nous dépasse. Donc nous devons avoir un sursaut d'orgueil pour cultiver la terre. Et j'ai appris aux gens à réciter la fable de La Fontaine qui dit « Les laboureurs et ses enfants ». Si vous suivez dans les images, tout le monde récite ça et on dit « Le travail est un trésor est caché dans notre sol, nous devons le mettre en valeur ». Monsieur le gouverneur, je vais inviter tout à l'heure Floris Zantoto pour la première série de questions, mais sur le plan des infrastructures. On sait que la voirie notamment de Lubumbashi a été au centre de beaucoup de promotions.
vous m'excuserez de parler encore de Moïse Katumbi, mais il en a beaucoup parlé, qu'il avait beaucoup réhabilité cette voirie de Lubumbashi, mais aussi un certain nombre d'ouvrages. Mais vous, à titre personnel, vous avez fait quoi? Parce que ça fait quand même 100 jours que vous êtes là. Oui, dans 100 jours, on ne peut pas comparer 100 jours et 8 ans, ou 9 ans. Mais en 100 jours, nous avons posé les actes dans tous les sens. Nous avons réhabilité la route Kipushi que nous avons asphaltée. La route de Kasenga, longue de 70 km, Kasomeno-Kasenga, était complètement abandonnée. Et à mon retour d'ici, on va aller couper le ruban parce qu'elle est complètement réhabilitée. Là, il y a aussi des infrastructures. Il y a des routes qu'on inaugurait, mais qui étaient financées par le pouvoir central. Et ici, je remercie et je souhaite le pouvoir central qui continue aussi à nous soutenir. Et nous faisons la supervision. Il y a une route de déviation, de bypass, qui est en train d'être faite pour contourner, pour le contournement des grands camions qui détruisent les routes urbaines. Nous, à Likasi notamment, on a presque fini d'asphalter la route qui mène à Kolwezi, Likasi-Kolwezi. Il y a certains quartiers, comme le quartier Lido, que nous avons complètement réhabilité. Donc nous sommes vraiment sur tous les fronts. Mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? Quand on sait que les matières premières ont baissé, on a parlé tout à l'heure de la non-rétrocession, des 40%, de toutes les taxes minières, etc. Vous trouvez l'argent où? Oui. Nous avons très peu de moyens maintenant. Notamment, je vous dis que nous sommes en train de construire un nouveau building qui va abriter le gouvernement de la province du Haut-Katanga. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu de meubles du gouvernement? Non, il y a... Mais le gouvernorat laissé par les Belges. Non, je peux dire, les Belges n'ont jamais laissé le gouvernorat. Ils ont laissé la résidence de Moïse Tshombe. Mais nous avons un petit bâtiment, je crois, qui a été construit par Takizala. Oui. Et depuis lors, on a chanté le boom minier, on a chanté des millions d'argent qu'on a fait entrer. Mais on vit dans un kiosque. Ce n'est pas digne du gouvernement de la province du Haut-Katanga, tant réputé et tant chanté. Et nous sommes en train de construire maintenant un immeuble à 4 niveaux de 100 mètres sur 40 mètres. Mais qui finit quand? Dans 8 mois. On se donne rendez-vous. Floride Zantoto, première série de questions au gouverneur, Télé 50. Installez-vous. Vous avez le gouverneur. Monsieur le gouverneur, bienvenue. Merci. On dit de vous être également un tribaliste, parce que pendant la répartition des actifs de la province, il y a des agents de l'État qui ne sont pas originaires du Haut-Katanga, que vous avez voulu envoyer dans d'autres provinces. Et vous êtes qualifié de tribaliste pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est de la méchanceté pure et simple. Et je peux déjà, avant de répondre à votre question, dire que toutes les provinces, et je dis bien, toutes les provinces de la République démocratique du Congo doivent prendre le modèle sur le Haut-Katanga. C'est-à-dire? C'est la seule province où vous avez des ministres venant de tous les bords. C'est là que vous avez des conseillers du gouverneur. Non originaires du Haut-Katanga. Non originaires du Haut-Katanga, venant du Kasaï, venant de Bandundu, venant du Kivu, venant du Olomami, du Lualaba et du Tanganyika. Vous avez tout le monde dans ce gouvernement et je défie, et vous, en tant que journaliste d'investigation, je vous demande de faire les recherches et de me dire le contraire. Donc c'est la seule province où on trouve tout le monde. Et nous sommes même allés au-delà, vous trouvez même un Congolais d'origine libanaise. Qu'en est-il de vos collaborateurs? Un Congolais d'origine libanaise. Qu'en est-il alors des collaborateurs? Vous ne le trouvez que là-bas. Qu'en est-il des collaborateurs qui vous accompagnent? Les collaborateurs qui m'accompagnent là-bas, il y en a combien du Haut-Katanga? Vous pouvez leur poser la question. Peut-être un seul. Les autres, ils sont originaires du Lualaba, du Olomami et du Tanganyika. Et c'est comme ça que je travaille. Voilà. Autre question également, j'aimerais poser une question en rapport avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est un élève de l'école Kabila, un produit de la majorité présidentielle du PPRD. Qu'est-ce que vous gardez de positif de Moïse Katumbi? Nous avons tous, commettons tous des erreurs, mais nous avons également nos points forts. Qu'est-ce que vous gardez de positif de Moïse Katumbi? Je n'ai pas été son collaborateur, je n'ai pas travaillé avec lui. Ce que je peux garder de positif, c'est ce qu'il a pu faire sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce qu'il a fait sous l'impulsion du chef de l'État, c'est par exemple la frontière de Kasumbalesa. C'est une décision du chef de l'État.
En dehors de ça, bon, je ne sais pas. Peut-être les routes... Peut-être. Peut-être les routes au niveau de Lubumbashi et qui sont en train de se défoncer et que je vais notamment commencer à retravailler. Il y a des routes, par exemple, l'avenue de la Révolution qui sont défoncées. Hein. L'avenue de la Révolution, oui. L'avenue Kilela Balanda, l'avenue Kassavubu. Donc j'ai un travail. Non, vous êtes en train de nous dire que quand Katumbi dit qu'il a réhabilité toute la voirie de Lubumbashi, tout ceci fonctionne, il a laissé la ville modernisée. Vous n'avez pas trouvé la ville modernisée? La ville modernisée? Oui. Qu'est-ce qu'on a modernisé dans la ville? Je ne sais pas. Ben, tout. On a construit de nouveaux bâtiments dans la ville de Lubumbashi. On a construit de nouveaux buildings dans la ville de Lubumbashi. On a construit des autoroutes dans la ville de Lubumbashi. Mais moi, je n'en vois pas. Mais je vous ai dit qu'il n'y a que lui qui peut répondre de ce qui les concerne. Pour ma part, je vous dis que je suis le nouveau gouverneur élu de la province du Haut-Katanga et je considère que je pars à zéro pour construire la nouvelle province du Haut-Katanga. Alors, des aspects sécuritaires également. Je voudrais poser également une question en rapport avec les aspects sécuritaires. Monsieur le gouverneur, qui est derrière le Bakata Katanga? Derrière le Bakata Katanga? Oui. Il y a Tandaï Mene et il y a Gédéon. Ce sont les chefs de ces rébellions-là. Mais électrons libres ou manipulés par des gens? D'où vient l'argent? D'où viennent les armes? Qui sont les maîtres à penser de tout ça? Bon, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas encore mené des investigations et ce n'est pas mon travail. Nous avons les services de sécurité qui sont payés pour faire ces investigations et pour nous dire qui est derrière. Et nous avons l'armée pour neutraliser tous ceux qui sont derrière. Mais de toutes les façons, au moment où nous parlons, ces histoires-là de Bakata Katanga, c'est juste un banditisme sporadique qui opère présentement dans les territoires de Mitwaba, qui n'ont pas la force. On ne peut pas craindre qu'un jour, ils vont prendre le contrôle du Haut-Katanga, même le contrôle du territoire de Mitwaba où ils opèrent, même pas le contrôle du territoire de Kasenga. Donc ce sont des bandits qui surgissent à un certain moment dans un village, qui pillent, qui volent et à la rigueur qui tuent. Alors, comment expliquer que depuis que Moïse Katumbi est parti, ça s'est plutôt un peu calmé, ces mouvements où ça tirait parfois dans Lubumbashi, il y avait souvent ce qu'on appelle le triangle de la mort. Tout ceci s'est calmé. Expliquez-nous un peu cette situation, vous qui êtes le patron maintenant du Haut-Katanga. Vous voulez me pousser à dire qu'il y a manipulation, c'est fort possible. C'est fort possible qu'il y ait manipulation parce que j'ai fait allusion à certains frères qui ne veulent pas du découpage, qui estiment que dans le cadre du découpage du Katanga, ils ne vont pas se retrouver et ils ont voulu que le Katanga reste dans l'ancien contexte. Mais le Katanga dans l'ancien contexte, ce Katanga-là, qu'on dit un Katanga grand, oui, uni et fort, oui, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'indépendance? Mais c'est ce que Kungo Koumanz a dit, décentralisation, découpage. On n'en veut pas, nous, des Katangais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces Katanga depuis l'indépendance? Si vous allez à Mitwaba, vous allez à Malemba, vous allez à Musumba, vous allez à Sandoa, à Pueto, vous trouvez des gens qui vivent dans une misère incroyable. Donc le Katanga, pour ces gens-là, c'était uniquement Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. En dehors de ces villes-là, pour eux, le Katanga n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Il y en a qui ont eu à diriger comme gouverneur de la province. Il y en a qui ont dirigé comme président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même dans leur propre village, il y en a qui n'ont pas de maison. Alors c'est ça, aimer le Katanga? Nous sommes d'accord du découpage pour rapprocher l'administration de l'administré afin de pouvoir développer ce Katanga. Et s'ils aiment réellement ce Katanga, il y a des clauses dans la Constitution qui disent que 2 ou 3 provinces peuvent se mettre ensemble pour développer des projets communs. Mais on ne peut pas prendre le Katanga en otage pour ne rien en faire. Monsieur le gouverneur, une autre question. Il y a le Premier ministre honoraire qui avait qualifié le démembrement, les nouvelles provinces comme des morts-nés. Quel argument de valeur avez-vous à donner à ceux qui qualifient que ces provinces sont de morts-nés? Lesquels, Premier ministre? Adolphe Muzito, bien sûr. Oui. Quel argument de valeur avez-vous à leur dire après vos 100 jours à la tête de cette province? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a changement? Mais je pense que Adolphe Muzito,
si le Congo était un pays, à partir du moment où lui a pris les commandes, je pense que c'est lui qui a laissé un mort-né au niveau de la République. Les nouvelles provinces sont en train de naître. Pourquoi il va les qualifier déjà de mort-nés? Moi, j'ai été à Kikwit. Qu'est-ce qu'on a fait à Kikwit depuis l'indépendance? Et on ne veut pas qu'aujourd'hui, ces provinces-là, qui sont nées de l'ancien Bandundu, puissent se développer. Ces provinces sont en train de naître. Et quand on vient au monde, on apprend à crier, on apprend à se débattre. Finalement, on va apprendre à marcher à quatre pattes. Et finalement, ces provinces vont se mettre debout. Merci, monsieur le gouverneur. Félix Antoto, merci. Avant que Françoise Bouela nous rejoigne, monsieur le gouverneur, on a l'impression que vous êtes requinqué, tellement boosté, on ne sait par quelle force, comme ça, pour pouvoir convaincre. Mais tout de même, le Katanga, c'était couronné. C'est ce que vous appelez là-bas les babas, les doyens, etc. Non, c'est d'abord la colère de faire du surplace. Depuis l'indépendance, nous n'avons fait que du surplace, malgré les discours. C'est pour cela que nous disons qu'il est grand temps que la jeunesse puisse prendre la relève et que la jeunesse puisse relever les défis. Donc nous avons fait du surplace. J'ai été avec un ancien président de l'Assemblée provinciale, permettez-moi de le citer, c'est notre aîné Ngoï Kisula, qui a été président de l'Assemblée provinciale du Katanga et qui a aussi été gouverneur de la province du Katanga. Il m'a dit, monsieur le gouverneur, vous avez mon soutien. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous aurions dû faire mieux. Le Katanga ne devait pas être dans l'état où il est aujourd'hui. Mais est-ce que votre gouvernement, aujourd'hui que vous dirigez, a la même motivation? Est-ce que tout le monde qui travaille avec vous aujourd'hui est motivé pour relever ces défis avec autant de volontarisme? Oui, je donne l'impulsion et j'essaie de les entraîner à travailler, à se sacrifier, à travailler dur. François Bouela, qui est avec nous déjà, Radio-Télévision Nationale Congolaise, je vous offre et confie le gouverneur. 5 minutes. C'est la chaîne mère. Oui. Merci. Monsieur le gouverneur, bienvenue. Merci, madame. Alors, tout à l'heure, je vous ai très bien suivi, mais je me rappelle qu'il y a quelque temps, le chef de l'État lui-même avait invité à Lubumbashi certains gouverneurs pour aller copier le modèle katangais, le modèle imprimé par Moïse Katumbi. Mais à vous entendre, apparemment, cet épisode n'a jamais existé. Vous contestez ce que le chef de l'État avait dit il y a quelque temps. Ou c'est plutôt Vital Kamerhe qui avait dit ça? En tout cas, on a vu le chef de l'État et certains gouverneurs aller au Katanga pour aller justement apprécier le travail et copier dans leurs provinces respectives. Il y a un auteur français qui avait dit « En toute chose, il faut considérer la fin ». C'est bien beau de démarrer, mais la fin, les résultats, c'est ce qui compte. Et vous pensez que Katumbi a tout gâché Je me souviens à l'époque quand Kamerhe était venu en tant que président de l'Assemblée nationale. Oui. Il était impressionné par les engins qu'on avait fait défiler devant lui un certain 30 juin. Mais aujourd'hui, on ne voit pas où sont ces engins. Ces bulldozers, ces tracteurs, tout ce qu'on avait vu là. Donc c'était du maquillage, ça n'a jamais existé. Moi, je ne les ai pas trouvés et je ne sais pas où on les a enterrés. Mais c'est quand même pas possible. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la province alors? Rien. Toutes les images que nous avons du Katanga, dans les caisses de la province, il y avait quoi? Vides. Les caisses vides? Oui. Monsieur le gouverneur, à suivre le portrait, vous n'avez pas, excusez-moi, assez d'expérience dans la politique parce que vous n'avez pas assez occupé des postes de commandement. C'est la première fois que vous dirigez en tant que gouverneur une province de cette taille. Qui est votre modèle dans la politique? J'ai été conseiller socioculturel du gouverneur Mukena. J'ai été conseiller du ministre Mopipi à la santé. J'ai été député national pendant la transition. J'ai été conseiller du vice-premier ministre Bouloupi. J'ai dirigé la fondation katangaise. J'ai géré la banque. Ce n'est pas suffisant comme expérience et diriger une province qui a la taille d'un pays aujourd'hui. Je reviens sur ma question. Est-ce que vous avez voulez un modèle encore?
Vous voulez réduire encore la province pour qu'elle puisse avoir ma taille. Vous avez un modèle. Je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour cela. Oui. Et vous avez un modèle pour ça, pour cette vie politique que vous embrassez? Je suis sous l'impulsion du chef de l'État et à travers plusieurs expériences et plusieurs modèles, j'essaye de tailler mon chemin. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait et les contextes sont différents. Je vous ai dit que je suis devant un test d'examen d'État et chacun a sa série et j'ai la mienne. Vous avez votre série. Contextualisée. Beaucoup parlent au nom du chef de l'État comme vous. Ce n'est pas une innovation. Alors pourquoi le président de la République doit-il vous faire confiance? Parce que celui à qui vous succédez parlait aussi au nom du chef de l'État. Demain, vous n'allez pas suivre le même chemin. Pourquoi il doit vous faire confiance? Le chef de l'État m'a fait confiance. C'est peut-être à lui de dire pourquoi il m'a fait confiance. Mais moi, j'ai eu le courage de dire au chef de l'État, je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, de m'avoir fait confiance. Mais la confiance que vous me faites ne doit pas être un cadeau. Je vais travailler dur pour mériter cette confiance afin que vous puissiez chaque jour dire que je ne me suis pas trompé de personne. Vous n'avez pas de crainte en tenant de tels propos? Je vais travailler dur. Non, là, je complète la question de Françoise Bouela. Je n'ai pas peur, je vais travailler dur et je suis en train de le faire pour mériter la confiance que le chef de l'État m'a faite. Je repose la question, monsieur le gouverneur. Françoise Bouela dit, aujourd'hui vous dites, je fais tout ceci pour m'inscrire dans la dynamique, dans la vision du chef de l'État. Katumbi, Kamita, tous les autres parlaient comme ceci il y a peu de temps. Est-ce que demain, vous n'aurez pas aussi à trahir et en disant « Non, non, je m'étais trompé, aujourd'hui j'ai fait chemin à part ». Non, c'est pas que pensez-vous de ce genre de comportement? Non, ce sont des flatteurs. Mais moi, dans ma vie, je n'ai jamais été flatteur. Je suis avec le président Joseph Kabila, avec Mouzé. Je suis avec Mouzé dès l'entrée de l'AFDL. Vous êtes constant? J'étais le premier président de la Fondation katangaise à conduire la communauté katangaise auprès du chef de l'État. J'avais encore 15 ans de moins que l'âge que j'ai aujourd'hui, malgré que vous dites que je suis encore jeune. Et de tout ce temps, j'ai travaillé sans rien demander au président de la République. Sans rien demander. Dit, monsieur le président de la République, je veux être ceci, je veux être député. Mais à chaque fois qu'il plaît au chef de l'État de voir qui est-ce que nous pouvons mettre à tel endroit, il est tombé sur moi une fois pour me nommer comme député de la transition dans la composante gouvernement. Et quand j'ai fini mon mandat, je suis rentré vaquer à d'autres occupations. Vous n'avez pas crié à l'ingratitude? Pas du tout. On ne m'a pas nommé. Il y a des amis, Bouloupi qui était mon ami, qui m'a pris comme conseiller. Je dis, bon, je travaille, je sers la République. Alors, vous travaillez, vous servez la Donc, République. je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un flatteur, je travaille, je sers la République. En servant la République, comme le président Kabila sert la République. Et derrière lui, il m'a fait confiance, et moi, je vais travailler pour mériter cette confiance. Vous travaillez pour mériter la confiance du président. Je vous ai entendu dire que vous comptez construire l'immeuble du gouvernement. Vous avez trouvé une province par terre. Pour vous, c'est la priorité de construire d'abord un immeuble du gouvernement? On m'a posé cette question. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui est prioritaire. Depuis l'indépendance, augmenter les salaires. Depuis l'indépendance, on est toujours dans les priorités. Quand est-ce qu'on va passer à l'essentiel? On a trop chanté les priorités, mais moi, je mélange priorité et essentiel. Qu'est-ce que vous appelez essentiel? Qu'est-ce que vous appelez priorité? L'essentiel, c'est par exemple avoir un bon cadre de travail. Pourquoi Télé 50 n'a pas commencé à fonctionner dans la rue et que vous avez aménagé ce beau cadre? Mais Télé 50 vient de rénover ces installations. Monsieur le gouverneur, vous avez affaire à une population. Est-ce que vos gens sont très bien payés? Est-ce qu'il y a suffisamment à manger? Il y a de l'eau, il y a l'électricité. Cela n'est pas une priorité au lieu d'engloutir de l'argent que vous cherchez avec beaucoup de difficultés pour construire des immeubles? Ce ne sont pas des priorités, ce sont des nécessités auxquelles nous ferons face tous les jours. Tous les jours, il faudra payer les salaires. Tous les jours, il faudra donner de l'électricité. Est-ce que vous avez déjà maîtrisé ça pour passer à Et nous sommes en train de donner de l'électricité. Tout récemment, je viens de la Zambie. Parce que Kasenga, Puerto, Mokambo, Sakanya manquait de l'électricité, j'ai dû me déplacer jusqu'en Zambie pour négocier
Après 3 mois, depuis presque mon arrivée, ces gens étaient dans le noir. Je suis allé en Zambie pour négocier afin qu'on puisse rétablir l'électricité. Ça a été fait. Presque chaque jour, j'achète des transformateurs pour éclairer les quartiers. C'est vous qui achetez ou c'est avec l'argent de l'État? Quand je dis moi, je représente l'État. Madame, je suis le gouverneur de la province du Haut-Katanga, ici que vous avez invité. Ce n'est pas Kazembe qui parle, c'est le gouverneur. Mais justement, monsieur le gouverneur, j'embraye un peu sur cette question-là. Excusez-moi de revenir encore sur Katumbi, mais Katumbi faisait beaucoup de dons. Cette culture des dons. Je ne fais pas de dons. J'exécute un programme du gouvernement. Vous ne verrez jamais un bus où on a écrit don de Kazembe. Non, je ne suis pas là pour faire des dons. Nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes un gouvernement et nous gérons les moyens de l'État. Merci, François, merci Françoise. Et vous êtes satisfaite? Si vous en avez encore. C'est à l'opinion d'être satisfait. Mais nous allons vous retourner ces images il y a quelque temps. Oui. Nous vous faisons confiance. Vous n'avez que 100 jours. Oui. C'est trop tôt pour vous évaluer. Vous avez parlé, j'ai dit, il n'y a pas de priorité. Il y a les nécessités, telles que donner l'eau, donner l'électricité, aménager les maisons, donner des salaires, ce sont des nécessités. Si nous mettons ça dans les priorités, alors nous serons éternellement dans les priorités. Parce qu'il faut toujours éclairer de nouveaux quartiers, il faut éclairer les villages, il faut arranger les routes. Ça, ce sont des nécessités, ce ne sont pas des priorités. Mais en dehors des nécessités, il faut aussi faire l'essentiel. Merci, monsieur le gouverneur. Jean-Claude Kouzedissa, de CCTV. Je vous confie le gouverneur parce qu'on vous connaît très tatillonnant, très piquant parfois. Alors, il est à votre disposition, le gouverneur de Katanga. Merci. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir 90 jours après votre installation. Mais je voudrais quand même dire que vous représentez quelque chose d'important, d'autant plus que vous êtes à la tête d'un territoire qui est plus grand que la Corée du Nord, plus grand que la Corée du Sud, qui vaut la Suisse, le Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique réunis. Donc, c'est un territoire énorme. Première question. L'un des premiers objectifs du découpage territorial était le rapprochement entre les administrés et les administrateurs, ou le gouverneur et le gouvernant. Après 100 jours, quel mécanisme avez-vous mis en place pour que ces premiers objectifs, qui est essentiel, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous mélangez priorité et essentiel, j'imagine que vous avez pu déjà mettre sur pied un mécanisme devant concrétiser cet objectif. Qu'en est-il exactement? Rapprochement du pouvoir. Merci beaucoup pour la question. À la base. Des fois, moi-même, je suis sidéré. Lorsque je passe à certains endroits, parce que nous devons instaurer la gestion des proximités, les gens s'étonnent. Ils me disent, depuis l'indépendance, c'est la première fois que nous voyons un gouverneur. Vous pouvez voir les images. J'arrive à Lumata, le chef Kaponda m'accueille et Abba, il dit, c'est la première fois, il n'y a que Tchombe qui s'était arrêté ici une fois. Tout le monde passe ici pour aller à Kasumbalé. Depuis les années 60, donc. Depuis les années 60. Mais alors, justement, vous allez compter, monsieur le gouverneur, mais quand on a présenté tout à l'heure votre portrait, il y a une espèce d'engouement, des foules à chaque fois. Vous êtes quoi? Un gouverneur populiste? Vous êtes un gouverneur qui est en pleine campagne électorale tout le temps? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Oui, c'est ce que je vais dire. Oui. Je vais arriver à votre question. Je termine d'abord. J'arrive à Mwenda, à Sakanya même. J'arrive à Sakanya. Je trouve une grande foule. À la fin, j'ai réuni le conseil de sécurité. L'administrateur du territoire me dit, c'est pour la première fois que nous tenons un conseil de sécurité avec le gouverneur. Tes prédécesseurs venaient et allaient juste causer avec les dirigeants de la mine implantée à Sakanya et après, ils prenaient la route pour rentrer à Lubumbashi. J'arrive dans la prison de Boulou, dans la prison de la Kassapa. Fameuse prison. Parce que même ceux qui sont dans la prison, ce sont des Congolais. J'arrive dans la prison de la Kassapa. Le directeur de la prison, il appelle tous les prisonniers et dit, est-ce que Bozomona Makambo Zomona? Pour la première fois, depuis que moi je suis ici, depuis 20 ans, un gouverneur vient de mettre ses pieds dans la prison de la Kassapa. La même chose dans la prison de Boulou.
Je suis allé à l'anniversaire du chef Ntenke. Mais pour vous, ce rapprochement veut dire votre présence physique sur le terrain ou ça passe par les mécanismes Mais il administratifs? faut palper du doigt les réalités afin de pouvoir trouver les solutions. Et à ce Mais moment-là, finalement, vous allez vous fatiguer à sillonner je ne me fatiguerai pas. tous ces C'est ça territoires. mon et bon. travail. Je suis payé pour ça. J'étais, en même temps que nous visitons, en même temps nous essayons de trouver des solutions. Je vous dis par exemple, nous allons à Lubanda. Nous trouvons à Lubanda les jeunes gens en train de charger des camions avec du sable. Et on leur paye combien? 10 000 francs. Moi je leur dis, mais le sable ici c'est un trésor. Je vous amène les presses à briques pour fabriquer les blocs ciment, les moules pour les blocs ciment. La quantité de sable, vous la transformez, cette quantité de sable de 10 000 francs, vous la transformez en bloc ciment, vous allez facilement avoir 1 000 $ au lieu de 10 000 francs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai amené les moules, j'ai donné du ciment, et aujourd'hui, ces jeunes gens sont devenus des entreprises, des entrepreneurs qui fabriquent des blocs ciment et le gouvernorat achète et les entreprises de la place achètent. Donc, c'est une réalité. Nous sommes en train de passer un peu partout. On a été à Kambov, comme je vous l'ai dit, à Sakanya, à Kasomeno, Vous avez 6 territoires, mais il y a autant de villages. Dans le porteur, on a parlé d'autant de villages. Est-ce que vous aurez le temps de circuler dans tous ces villages? Nous ferons le maximum. Nous ferons, on ne pourra pas visiter tous les villages. Nous n'aurons pas visité tous les villages. Oui, j'attends la réponse parce qu'on a l'impression que... La réponse est celle-ci. Oui. Généralement, quand je descends, même à la Kenya ou à la Katuba, je n'annonce pas. Je ne dis pas aux gens, venez m'accueillir, je vais venir à la Kenya. Non, je descends simplement pour travailler. Mais aussitôt que je descends, peut-être à la minute qui suit, et vous voyez un attroupement, les gens arrivent. Mais ils viennent chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ça prouve que les gens sont encore sur leur attente et sur leur soif. Ça prouve que les gens sont en train d'adhérer à notre vision. Je ne distribue pas l'argent, je n'en ai pas. Je n'ai pas des millions à distribuer aux gens. Mais au moins, je distille un message pour dire à ces gens-là que vous pouvez, des fois je l'ai dit, vous pouvez être votre propre patron. Ne soyez pas attentistes. Et on essaie avec eux de réfléchir pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est comme ça que les gens adhèrent à la vision. Vous avez vu la dernière marche que nous avons organisée. C'est du jamais organisé, du jamais vu. Et c'est la veille. J'appelle les leaders aujourd'hui, j'ai dit demain nous marchons. On n'avait pas besoin de faire une campagne pendant une semaine, un mois, il y aura marche. Et le lendemain, les gens viennent. Ça traduit quoi ce monde-là? Pour vous, ça traduit quoi? Ça traduit que les gens sont en train d'adhérer au message que nous sommes en train de distiller. Le message de Okatanga. C'est quoi le message fort que vous êtes en train de distiller? Le message de la diversification de l'économie. Le message des patrons chez lui, de l'entrepreneuriat. Le message du travail. Nous devons travailler si nous voulons développer ce pays. Donc les gens sont en train d'adhérer au message. Oui, vous avez parlé de l'agriculture tout à l'heure. Vous avez parlé des villages agricoles et de paysans, 1000 paysans par village. Est-ce que c'est juste une agricole artisanale ou elle est modernisée en même temps? Mais autrement dit, vous avez parlé tout à l'heure des engins que Moïse Katumbi faisait venir, lui aussi il avait des fermes, etc. Est-ce que vous avez quand même un accompagnement de ces agriculteurs, de ces villageois en termes de semences, en termes d'équipement, ou c'est juste un discours que vous distillez? D'abord, nous voulons faire une économie alternative. Parce que notre économie basée sur les mines, chaque fois que la mine tousse, tout le monde attrape la grippe. Tout à fait. Alors nous voulons une économie alternative. Pour le moment, les gens sont au chômage. Quand quelqu'un est au chômage, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a du temps à revendre et il a l'énergie à revendre. Dans un premier temps, on ne va pas dire à ces gens que nous allons vous donner des tracteurs. Donner les tracteurs, ça signifie quoi? Messieurs, restez chez vous, croisez les bras. Nous allons venir dessoucher pour vous. Nous allons venir cultiver pour vous, nous allons s'aimer pour vous, nous allons donner des engrais pour vous, et vous viendrez seulement récolter. Ça, c'est encourager la paresse. C'est pourquoi nous donnons 2 hectares. Nous avons, on vous l'a dit ici, nous avons au moins 6 mois de saison sèche.
où les gens, quelqu'un peut cultiver, ne fût-ce que faire 10 mètres sur 10, ne fût-ce que 2 mètres sur 2 par jour. Au bout de 6 mois, Alors, on peut c'est de arriver... l'agriculture de subsistance. Pas de subsistance. Si quelqu'un fait 2 hectares, il ne va pas consommer les 2 hectares. S'il fait 2 hectares, il peut consommer 1 hectare et il peut vendre 1 hectare. Mais il faut aussi évacuer, monsieur le gouverneur, il faut aussi évacuer la production. C'est une très bonne question. Oui. C'est pourquoi nous ne prêchons pas d'abord les routes des dessertes agricoles. Cette route-là minière, nous allons l'exploiter comme route des dessertes agricoles. Oh. C'est pourquoi nous faisons notre agriculture le long de la route. Lorsque vous quittez Lubumbashi vers Likasi, vous trouvez que la brousse n'est pas occupée. Lorsque vous quittez Lubumbashi vers Kasumbalesa, vous trouvez que la brousse n'est pas occupée. Et cette route-là, au lieu de nous chanter tout le temps route des dessertes agricoles, lorsque vous quittez Lubumbashi vers Kasenga, la route n'est pas occupée. Cette même route-là va nous servir de route des dessertes agricoles. C'est le long de cette route que nous allons cultiver. Très bien. Donc, nous donnons à chaque ville, à chaque ménage, un kit agricole constitué d'une houe, d'une bêche, d'une pioche, d'une hache, afin que nos frères vivant dans les villages, nos frères villageois, puissent se prendre en charge. C'est ce que nous appelons l'autoprise en charge. Je découvre un bon orateur et je ne peux que m'en réjouir. Et je vous félicite aussi pour la nomination de celui qui est ministre aujourd'hui chez vous d'origine libanaise. C'est un signe positif. Nazem, il faut le reconnaître, ça fait avancer les pays. Merci. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous passez partout, vous donnez les messages, mais vous n'êtes pas un évangéliste. Vous n'êtes pas là pour donner des messages, mais pour agir. C'est pour l'action que vous êtes là. Les gens ne mangent pas les messages. C'est vrai que ça peut sensibiliser, mais ce n'est pas ça. Alors, ma première question est essentiellement économique. Le Haut-Katanga, c'est quand même une province minière. Que même si vous voulez la diversification de l'économie, ça reste une province minière. Plusieurs mines sont installées là-bas, plusieurs usines sont installées. Selon le rapport du secteur de l'environnement, la population est très exposée. Il y a beaucoup de pollution. Presque toutes les rivières de Lubumbashi sont polluées. Aujourd'hui, la plupart des usines déversent des produits chimiques dans les rivières, au point que dans presque toutes les communes de Lubumbashi, les gens ont des maladies incurables. Ces entreprises ont été souvent à l'origine de la plus grande corruption. Elles s'organisent avec des enveloppes, elles voient le gouverneur, il ferme les yeux, il prend cet argent, il fait des actions sociales. Les moyens que vous allez utiliser viendront de là? C'est pourquoi, vous avez dit il faut des actions. Ils font des actions, ils vont construire des immeubles de 4 étages. Chez nous, au peu perdé, on dit Badji Bamba, Badji Benza. Badji Benza, Badji Bamba. C'est-à-dire, quand nous faisons quelque chose, nous disons que nous le faisons. Et quand nous disons quelque chose, nous le faisons. Donc, tout ce que nous faisons comme discours est toujours accompagné des actions. Il y a des discours, bien sûr, de réconfort, mais souvent, c'est accompagné des actions. Pour revenir à la question, en fait, c'est une bataille que nous avons. Et nous avons commencé par, si vous avez les images, vous allez suivre que nous avons visité Kipoy, qui nous a démontré la nouvelle méthode de lutter contre la pollution. Quand on déverse dans la rivière, il n'y a pas de nouvelle méthode. L'eau est polluée. C'est n'importe quel... Je dis bien qu'il existe des méthodes pour ne pas polluer. Peut-être si vous me donnez le temps, je vais vous expliquer ce qu'il peut être en train de faire. Lorsqu'il extrait ce liquide-là, qui contient de l'acide et des minéraux, il les stocke dans un vase. Souvent, c'est presque un lac. Il fait des lacs. Et avec ces lacs-là, il fait l'évaporation ou évaporisation. Donc, il fait évaporer pour que ça puisse rester juste une petite quantité de concentré qu'on peut récupérer encore pour jeter dans la mine. Et nous allons conseiller à toutes ces entreprises de pouvoir faire autant. En même temps, nous demandons aux entreprises qui sont logées ou localisées en plein centre-ville de pouvoir délocaliser leurs usines et aller en dehors de la ville. Donc c'est un travail que nous allons faire. Ils ont été habitués. Bon, là, vous voulez parler de la corruption, qu'on va vivre de cela. Ces entreprises minières-là, on ne leur demande pas de nous faire des cadeaux. Et dernièrement, j'ai eu
une réunion à la FEC. J'ai dit, vous devez aider l'État. Aider l'État, ce n'est pas donner des enveloppes au gouverneur. Aider l'État, c'est payer ce que vous devez à l'État. C'est payer vos taxes et payer vos redevances. C'est un devoir et c'est une obligation. Et c'est de cette façon-là, si vous ne fraudez pas, si vous payez ce que vous devez payer, alors là, vous aidez l'État. Alors, monsieur le gouverneur, je vais quand même poser cette question un peu plus directement. Je vais laisser Louis continuer, mais on a beaucoup parlé du chantage que vous, les gouverneurs, vous fassiez aux chefs d'entreprise et au Katanga. À un moment donné, il y avait un peu, je dirais, la tournée des miniers, le mining qui était un peu très harcelé par le pouvoir public. Et ça faisait fuir beaucoup de chefs d'entreprise parce qu'ils pensaient qu'il vaut mieux être dans les bonnes grâces du gouverneur et rester tranquille. Est-ce que ça vous arrive de séparer la gestion des finances publiques avec ce qui est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les entreprises doivent payer seulement au fisc, rien qu'au fisc? Est-ce que c'est votre méthode ou le harcèlement continue? Non, je pense qu'ils se connaissaient entre eux. Ils savaient... Comment ils se connaissaient entre eux? Qu'est-ce que vous insinuez? Bon, parce que tous étaient opérateurs économiques. Entre eux, les loups ne se mangent pas entre eux. Donc ils faisaient semblant de se traquer, mais tous étaient des opérateurs économiques à la recherche de l'argent. Donc ils se connaissaient entre eux. Oui, moi, je ne peux pas traquer quelqu'un dont je ne connais pas la hauteur de ses moyens. Monsieur le gouverneur, je lui demande simplement de payer ce qu'il doit payer. Monsieur le gouverneur, vous êtes nouvellement installé et vous payez les luxes d'un conflit avec un de vos voisins, le gouverneur du Lualaba. Même s'il peut y avoir des malentendus, mais ça saute dans la presse, c'est des écrits. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gouverneur Mouyej du Lualaba? Je pense qu'il y a eu juste une incompréhension à un moment donné et peut-être des mauvaises langues qui ont essayé d'envenimer une situation qui n'était pas aussi critique que celle-là. Au moment du démembrement, il y a eu partage du patrimoine. Il y a eu partage des ressources financières. Mais la commission qui avait procédé au démembrement, et même notre hiérarchie, qui est le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cette commission-là avait préconisé le partage aussi des ressources humaines. Gentiment, peut-être en état le cadet des 4 autres gouverneurs, j'ai contacté chacun d'eux individuellement pour l'exhorter en disant que vous êtes une nouvelle province, vous avez besoin des techniciens, des gens qui connaissent le métier. Et ces gens-là, ils étaient tous concentrés à Lubumbashi, parce que c'est là qu'il y avait le chef-lieu de la province. Notamment ce qui concerne la DRH4, vous avez besoin des gens qui savent quelles sont les taxes qu'il faut percevoir et comment les percevoir. Mais vous entrez dans leur gestion. Non, mais jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons un personnel du Katanga qui n'est pas du Haut-Katanga. Ce sont les agents qui étaient affectés, qui étaient recrutés par la province du Katanga. Alors, à qui voulez-vous que ce personnel puisse appartenir? Ce personnel appartient aux 4 provinces. Et je ne vous cache pas, j'ai trouvé plus ou moins 1000 agents au gouvernorat. 50 journalistes, 60 chauffeurs. Les véhicules sont partis, mais les chauffeurs sont restés. On a trouvé des maçons, des menuisiers. Où voulez-vous que j'amène ces gens? Et vous leur avez demandé d'aller rentrer dans leur province d'origine? Ce n'est pas cela. J'ai dit aux autres gouverneurs, vous avez besoin de techniciens. J'ai pris par exemple la direction du budget. Je regarde, il y a 8 personnes. Je prends 2 au Lualaba, 2 au Tanganyika, 2 dans le Haut-Lomami, 2 dans le Haut-Katanga, sans pour autant regarder leurs origines. Au moment où je vous parle, vous pouvez vérifier les statistiques. À la DRH4, j'ai gardé 117 personnes. Sur les 117, les plus nombreux, ce sont les gens du Haut-Lomami. Comment vous pouvez m'accuser de cela? Le Lualaba est là, le Tanganyika est là. Monsieur le gouverneur. Mais quand vous allez dans les autres provinces, je ne dis pas seulement les provinces issues du Haut-Katanga, dans les autres provinces, vous allez trouver que c'est un personnel monolinguistique, monoethnique et monotribal. Ça, vous n'en parlez pas. Monsieur le gouverneur, dernière question peut-être sur l'économie. Évidemment, il y a un problème effectivement de nourriture à Lubumbashi.
un problème d'approvisionnement. L'agriculture devant aller avec les infrastructures parce qu'il faut exporter. Quelle est votre politique agricole, la campagne agricole? Parce qu'il y a un certain nombre d'hectares qu'il faut cultiver. Vous avez déjà parlé des villages agricoles, mais je considère ça comme pédagogique. La fin n'est pas pédagogique. La fin, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. S'il n'y a pas de farine dans les maisons, ça pose un problème réel aujourd'hui. Alors, quand vous regardez les chiffres avec la Zambie, et surtout qu'il y avait une minoterie qui fonctionnait sur place, mais comme vous savez à qui elle appartient, cette minoterie ne reçoit plus rien comme maïs à moudre. Elle est en train de fermer parce qu'on punit les travailleurs pour les fautes des investisseurs. Non, nous avons plusieurs minoteries maintenant à Lubumbashi. Nous avons plusieurs minoteries. Les cas comptés. Oui, des cas comptés. Nous avons la minoterie de Raïm, la minoterie de Nazem, la minoterie de Moukalai, la minoterie de Moukena. Nous avons plusieurs minoteries, au fait. C'est que vous dites que les villages agricoles est pédagogique. Ce n'est pas pédagogique. Nous sommes sérieux. Nous voulons que dans 5, dans 10 ans, nous puissions renverser la vapeur. Ce n'est pas la très loin, désertification est en train de monter de l'Afrique australe vers chez nous. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir développer ce secteur-là. Vous pensez que dans combien de temps on ne peut plus compter sur la Zambie, par exemple, pour exporter la farine? Vous vous donnez combien de temps pour renverser? C'est pourquoi j'ai dit dans 5 ans, dans 10 ans, pour que la Zambie puisse atteindre ce niveau-là, il lui a fallu combien de temps? Beaucoup de temps. C'est depuis l'époque coloniale. Mais la culture, monsieur le gouverneur, la culture des Katangais qui avaient dans leur tête que les mines suffisent, il y avait de l'argent liquide, donc aller faire le champ, c'est sale et puis c'est pas bien. Est-ce que vous avez changé aussi la mentalité? C'est ce que nous sommes en train de faire. Faire les mines, c'est plus sale que faire l'agriculture. Et c'est même plus dangereux parce qu'on y meurt très souvent. Alors, c'est que nous sommes en train aussi de prêcher. Le développement doit partir aussi de l'université. Nous essayons de dire à l'université de ne pas donner des diplômes aux gens comme ingénieurs agronomes alors qu'ils n'ont même pas un potager. Qu'on ne donne pas de diplômes aux gens comme médecins vétérinaires alors qu'ils n'ont même jamais vu une poule si ce n'est sur des photos. Merci, monsieur le gouverneur. Oui, merci. On doit terminer cette émission avec un étudiant, comme vous avez parlé de l'université justement. Il est en G3 et stagiaire, Christopher Ouchougum, qui doit venir maintenant. Venez, monsieur, prenez la place. Juste une question qu'il aura à poser au gouverneur. J'aimerais quand même vous poser cette question. On voit beaucoup de jeunes dans les manifestations à Lubumbashi, beaucoup de jeunes. Quel est le message que vous développez pour la jeunesse du Katanga aujourd'hui? Nous encourageons les élèves à étudier. Tout récemment, j'avais lancé la session des examens d'État et tout récemment, j'ai eu à recevoir les lauréats des examens d'État, une trentaine, à qui nous avons offert à chacun un ordinateur dans le cadre de la révolution de la modernité pour essayer de les lancer. Donc la jeunesse est suffisamment encadrée. Je vous ai parlé des jeunes que nous encadrons qui fabriquent les blocs ciment. Nous avons distribué plus ou moins 50 presses à briques en dehors des moules. Nous avons distribué une cinquantaine de moules aux jeunes. Nous avons distribué une cinquantaine de presses à briques, demandant aux jeunes de fabriquer les briques. Nous allons les acheter avec ces briques. Nous allons construire les écoles et ils vont construire les écoles. Nous allons payer, ils vont construire les hôpitaux. Donc, on essaye d'encadrer les jeunes de plusieurs manières. Merci. Et vous voyez que même derrière moi, mon gouvernement, c'est un gouvernement des jeunes. Vous parlez beaucoup de jeunes, hein? Christopher, non, c'est vous qui m'avez posé la question. Oui, on vous sent très jeune dans votre façon de faire. Juste une question, gouverneur. Merci, M. Jean-Marie Kassamba. Bonjour, Monsieur le gouverneur. Bonjour. Moi, naturellement, ma question va s'orienter du côté de la jeunesse. C'est vrai que vous vous revendiquez jeune, mais vous n'êtes plus à l'université. Mais votre province regorge l'une des plus importantes universités de la République, notamment l'UNILU. Alors, j'aimerais savoir, pendant vos 100 jours, depuis que vous êtes à la tête de la province, qu'avez-vous déjà posé comme jalon, base, en faveur de cette université ou en faveur de la jeunesse en général, à part les ordinateurs que vous venez d'évoquer tout à l'heure? Bon, à part
Oui, Pourquoi tu mets ça à part? Il faut mettre dans le lot. Parce que vous l'avez déjà dit. Il faut mettre dans le lot. Oui. Voilà. Dernièrement, plus d'une fois, je suis allé à l'université. Dernièrement, j'ai été à l'université pour participer à une défense de thèse. Tous les professeurs qui m'ont dit là, ils ont dit toujours, hein, c'est pour la première fois que nous voyons un gouverneur venir assister à une défense de thèse. Il y a beaucoup de premières fois avec vous, hein? C'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne qu'il y ait beaucoup de premières fois. J'ai participé au 60e anniversaire. J'ai participé en tant que gouverneur. Hein. Quand je dis je, c'est le gouverneur qui parle. Au 60e anniversaire de l'université de Lubumbashi. Et là-bas, j'ai donné ma vision de ce que je veux que soit l'université. J'ai parlé des invendus de l'université. Invendus. Les invendus, les produits invendus. Chaque année, l'université verse sur le marché de l'emploi ces produits, mais que la société n'arrive pas à consommer. Les diplômés. Voilà. Et on se demande pourquoi des invendus. Lorsqu'une entreprise produit des invendus, elle doit se remettre en question. Ce produit-là qu'on appelle universitaire, il a été lancé quand sur le marché? À l'aube de l'indépendance, notre pays n'avait pas des universitaires. Et lorsqu'on a commencé à produire, les entreprises, l'État, tout le monde allait acheter ce produit, allait cueillir ce produit, mûr ou pas mûr. Avant même de terminer votre université, vous saviez déjà que moi je vais travailler dans tel ministère, je vais travailler dans telle entreprise. Ça, c'est la théorie des lancements des produits. Lorsqu'il y a eu lancement, il y a développement. À un certain moment, il y a saturation. Quand est-ce qu'il y a eu saturation? Il y a eu saturation lorsque maintenant, pour avoir de l'emploi, les entreprises, l'État n'allait plus recruter à partir de l'université, mais c'était maintenant le moment de faire des demandes d'emploi. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Vous faites des demandes d'emploi, sur 100, on prend 50. Et après, sur 100, on prend 10. Maintenant, sur 100, on prend des fois 0, des fois 1. À ce moment-là, nous devons maintenant, cette entreprise, si elle ne ferme pas, elle va continuer à stocker les produits qui seront des invendus et qui vont pourrir. Et nous avons des universitaires qui sont en train de pourrir. Il y a 10 ans, il y a 20 ans qu'il a terminé, il n'a jamais travaillé. C'est la faute à qui? L'université ne doit plus continuer à produire les gens qui doivent aller travailler à la SNCC, à la GECAMIN, chez Tabac Congo, chez Amato. C'est ça l'erreur qu'on a commise. Parce qu'avant nous, quand on était à l'université, vous commettez une faute, on vous dit, c'est comme ça que vous allez travailler à la GECAMIN, c'est comme ça que vous allez travailler chez Amato et chez Tabac Congo. Mais on continue à produire les universitaires pour Tabac Congo et pour Amato qui ont déjà fermé. Maintenant, on doit plutôt produire des managers et des entrepreneurs. On ne doit plus, c'est ça l'université, la science, c'est la nouvelle sorcellerie qui doit apporter les solutions à nos problèmes. C'est un crime que de tuer l'espoir de ces étudiants. Lorsque quelqu'un a vu un agriculteur, il s'est dit je vais être agronome, mais il arrive à l'université, il a son diplôme d'agronome, mais il ne sait même pas comment faire un potager. Il n'a jamais planté un arbre dans sa vie. Et ça, c'est un crime. Nous avons, 50 ans après l'indépendance, nous avons des ingénieurs de mines, mais qui n'ont même pas une petite mine. Mais c'est un crime. Ça rime à quoi ça? Je suppose que c'est le message. C'est pourquoi, lorsque l'université à Lubumbashi a besoin des bancs, elle va acheter où les bancs? À la cité des jeunes où on encadre les chégués. Alors que l'université a une faculté de polytechnique. Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Ne soyez pas un universitaire de trop. Soyez un manager, soyez un entrepreneur. Vous sortez de là, c'est sur vous que ceux qui n'ont pas étudié comptent pour que vous puissiez créer de l'emploi. Merci, monsieur le gouverneur. Ne terminez pas l'université pour mettre votre CV dans les épaules et dire j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Non, soyez un manager et entrepreneur. Merci voilà beaucoup. Le message que nous lançons à l'université. Merci, monsieur le gouverneur. Le message est, je pense, bien perçu et perçu par tous ceux qui nous suivent en ce moment. Juste avant de terminer, mettez-vous debout, monsieur le gouverneur, parce que j'aimerais bien que... vous voyez la caméra juste devant vous là-bas. Je vous accorde 1 minute et demie. Merci beaucoup. Je n'ai pas à me comparer à ceux qui m'ont précédé. J'ai une vision et j'ai une ligne de conduite. Et j'ai dit que le chef de l'État a dit le Congo est debout. Et moi je veux un Haut-Katanga debout.
un Haut-Katanga debout, ce n'est pas le gouverneur qui doit être debout. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte. Et je dis à mes compatriotes, il est encore possible de faire quelque chose et de booster notre économie. Tout n'est pas perdu. Les mines peuvent tomber, mais nous avons autant de potentialités, autant de possibilités. Tout ce qui manque, c'est notre créativité et notre engagement pour la cause de notre province. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé ici dans les studios de Télé 50 pour cette première production des fauteuils blancs. J'espère que ceux qui nous ont suivis de partout ont été convaincus par vos propos. Je vous trouve très volontariste.